Hiver 2024, sud-est de l'Ukraine, quelque part en direction de Zaporizhia, à une trentaine de kilomètres de lignes russes, vers un endroit tenu secret pour raisons de sécurité. Plus loin encore vers le sud, la Crimée, à 200 km à vol d'oiseau. 200 km à peine, cela fait 10 ans que ces hommes rêvent de les franchir. Vous avez chargé le drone pour demain? C'est chargé. Celui-ci? Nous préparons le drone pour demain, pour la mission. Derrière moi, ce sont des drones de reconnaissance et des drones kamikazes. Ce sont les drones que nous assemblons nous-mêmes, à partir des pièces que nous achetons ou que des volontaires nous fournissent. La plupart de ces hommes sont des volontaires. Quelques-uns sont des soldats professionnels. Asker, un nom de code, et leur chef, un Tatar de Crimée, le peuple autochtone de la péninsule. Son groupe, les loups gris, mène des missions aériennes sur le front ou au-delà des lignes russes depuis des années. Tout le monde est parti de Crimée. Certains en 2015, d'autres en 2016, pour aller combattre. Parce que l'ennemi est venu sur notre terre, que nous avons dû quitter, car nous ne pouvions rien faire. Depuis ce temps-là, ça fait bientôt 10 ans, nous sommes sur cette voie, sur la voie de la lutte contre les occupants. Nous lisons quand nous avons du temps libre, nous étudions. Il y a de la topographie, de la chirurgie, des tactiques de combat. Nous connaissons très bien notre histoire. C'est pourquoi nous sommes ici et c'est pourquoi nous nous battons. En 2014, à Kiev, la révolution de Maïdan chasse le président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, du pouvoir. Les affrontements sont violents, le régime s'effondre, le pays est désorganisé, affaibli. Les Russes profitent du désordre à Kiev pour s'emparer des places fortes en Crimée, face à des soldats ukrainiens désemparés, sans ordre en provenance de Kiev. La Crimée, c'est cette péninsule au sud de l'Ukraine qui baigne dans la mer Noire. Depuis Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, Moscou la considère comme une terre russe. En 2014, profitant du désordre à Kiev, Poutine l'annexe de force à l'issue d'un référendum illégal. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. 10 ans plus tard, la Russie mène sa guerre totale contre l'Ukraine. La Crimée est toujours occupée, ainsi que le sud-est du pays. Mais la place Maïdan a retrouvé un semblant de calme entre deux alertes aériennes. Et pour les Ukrainiens, la Crimée est plus que jamais à l'ordre du jour. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. Tout a commencé en Crimée, tout finira en Crimée, comme un slogan répété en boucle par les responsables ukrainiens. Un rêve de Crimée qui peut paraître surréaliste avec la menace nucléaire de Poutine s'il venait à perdre la péninsule, avec l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023 et le manque actuel de munitions. L'Ukraine pourtant vient de lancer un plan pour préparer la désoccupation de la Crimée. Sa responsable, Tamila Tacheva, une ancienne militante des droits de l'homme, issue de la minorité tatare de Crimée, devenue en 2022 représentante du président Zelensky pour la Crimée. En réalité, je ne pense pas que nous soyons très loin de la désoccupation. Je suis convaincue que cela se produira. Nos principales tâches ici consistent à travailler sur la libération du territoire de la péninsule de Crimée et à préparer tous les processus de réintégration. Comment nous y restaurerons les organes du gouvernement, c'est-à-dire les organes ukrainiens? Comment nous restaurerons la vie pour les Ukrainiens ordinaires qui y vivent? Nous avons besoin d'au moins 50 000 personnes qui iront sur le territoire
territoires libérés et commenceront à travailler. Et donc cette réserve de personnel doit être formée dès maintenant. Tetiana est l'une des premières à s'être portée volontaire pour cette réserve. Elle habite près de Kiev et c'est là, en 2014, alors qu'elle travaillait dans un sanatorium militaire, que s'est noué son lien avec la Crimée. Je me souviens encore des yeux des militaires de Crimée quand ils sont revenus à Kiev en 2014. Ils étaient pleins de douleur parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient reçu l'ordre de ne pas se battre. C'est cette rencontre marquante qui, 10 ans plus tard, l'a poussée à s'inscrire dans un tout nouveau master de gouvernance post-conflit concernant les territoires occupés, la Crimée en particulier. Je sais que beaucoup de gens nous attendent l'Ukraine, attendent des changements. Je le sais, et c'est pour eux que j'irai. Bonjour chers collègues, c'est un plaisir de tous vous voir. En cas d'alerte aérienne, nous irons en groupe à l'abri où nous continuerons notre cours. Depuis octobre 2023, dans le cadre du plan de désoccupation de la Crimée, 14 programmes universitaires ont été lancés pour former les premières centaines d'étudiants et de professionnels qui veulent s'engager. Aujourd'hui, cours de gestion de la diversité, les étudiants doivent se confronter aux différences entre stéréotypes, les caractéristiques générales sur un groupe, et préjugés, qui sous-entendent une attitude négative. Cet exercice consiste à associer des mots. Il y a le début de la phrase et la fin. Par exemple, tous les Japonais. Et vous devez sélectionner parmi les options proposées. Par logique. Tous les Japonais sont forts. Ou choisir une autre caractéristique. Et puis essayer de les classer en positif, négatif et neutre. Et quelque chose sur les Italiens? Oui, des mafiosi. Nous avons placé les Italiens avec une attitude bavarde. Les mafiosi bavards. Ce cours ne vise pas seulement à former des cadres qualifiés en administration publique, mais des professionnels capables de travailler dans des conditions d'incertitude, d'imprévu, afin qu'ils puissent faire face à tous ces défis. Tous les Ukrainiens sont travailleurs, pourquoi pas? Toutes les femmes au foyer élèvent bien leurs enfants. C'est un stéréotype, car on part du principe qu'une femme a assez de temps pour s'occuper d'éducation des enfants. Dès que la désoccupation de la République autonome de Crimée aura lieu, vous aurez besoin de compétences en gestion de la diversité. Pas seulement votre tolérance personnelle, mais aussi votre capacité à former une telle attitude chez vos subordonnés, dans vos équipes et dans les régions où vous travaillerez. Merci, chers collègues. Pour Tetiana, ce cours lui a aussi fait voir différemment l'impact des stéréotypes colportés sur les Ukrainiens comme des gens lâches et sous-éduqués. J'ai compris que ce qui est dit sur les Ukrainiens dans les films et les séries télévisées russes, sur le ton de la plaisanterie, est en fait un stéréotype qui a été imposé au monde entier. Et ces stéréotypes ne sont pas confirmés, parce que les Ukrainiens ont prouvé par leurs actions que nous sommes un peuple épris de liberté, que nous sommes capables, que nous travaillons dur, et que nous nous battrons et nous nous défendrons jusqu'à la fin. Ce que Tetiana apprend au cours de son master, Tamila Tacheva en élabore la politique au plus haut niveau. Ce jour-là, avec la 7e session depuis août 2023 du Conseil pour la désoccupation cognitive. Y aura-t-il une langue ukrainienne en Crimée après sa libération? Comment allons-nous ramener les Criméens à la langue ukrainienne? Nous avons proposé, par exemple, d'apprendre l'anglais ou d'autres langues européennes à travers l'ukrainien et non le russe. C'est un objectif très spécifique, informer le public sur les violations des droits par l'État occupant.
La désoccupation cognitive, c'est travailler avec l'esprit des gens, avec la vision qu'ils ont de leur avenir sur ce territoire. C'est cette communication entre les personnes qui ont vécu sur un territoire occupé et celles qui n'ont pas vécu dans des conditions d'occupation. Nous réfléchissons déjà à ces liens, à la façon de les restaurer, aux instruments à utiliser pour cela, aux difficultés que nous devrons surmonter. Ce rêve de Crimée, pourtant, paraît si lointain sur le plan militaire, alors que le front est figé. Dans les bureaux de Tamila Tacheva, le seul moyen de rêver est de se lancer dans une réalité virtuelle et de survoler des paysages inaccessibles. Les drones, oui. On va les poser là-bas directement. Kemal, propriétaire avec sa famille de 3 restaurants tatars à Kiev, le sait mieux que personne. Il a décidé de ne pas seulement rêver, mais d'agir à sa façon, comme ici, avec ses drones payés par Moussafir, déposés le temps d'une photo pour la page Facebook du restaurant. C'est le fruit de votre travail. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet achat. J'espère que ça aidera nos militaires. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. La famille de Kemal possédait le Moussafir, restaurant très connu à Bakhchisaray, la cité historique des Tatars en Crimée, que les Russes ont fermé en 2014. Les Tatars sont un peuple de langue turque de religion musulmane, déporté massivement par Staline en 1944, revenu en Crimée à la chute de l'URSS, et le seul groupe à s'être opposé à l'annexion. Kemal fait partie de ceux qui ont été approchés par les équipes de Tamila Tacheva juste après les contre-offensives victorieuses de l'automne 2022. À ce moment-là, je pense qu'il y avait beaucoup d'euphorie et d'espoir que nous pourrions les repousser jusqu'au bout. Ils ont contacté des entreprises tatares de Crimée ou des entreprises ukrainiennes et ils leur ont demandé « Retourneriez-vous en Crimée? Reprendriez-vous vos activités là-bas » J'ai eu l'impression qu'il était trop tôt pour en parler. Nous n'avons pas gagné la guerre. Il faut vraiment se concentrer sur aujourd'hui et sur ce qu'il faut faire. Car rien n'indiquait que notre armée, avec le niveau de soutien dont elle disposait, pourrait facilement repousser les Russes jusqu'en Crimée et hors de Crimée. Il y a des gens qui meurent sur le front. Et il y a des gens ici comme nous. Si vous regardez au jour le jour, c'est presque comme s'il n'y avait pas de guerre. Nous travaillons, les gens reçoivent leur salaire, tout se passe normalement. Les clients viennent, ils rient, ils sont heureux. Et il y a cette énorme déconnexion. C'est pourquoi nous devons investir pour aider ceux qui n'ont rien de tout ça, ceux qui meurent pour nous. Au début, les restaurants Moussafir nourrissent gratuitement les volontaires de la défense territoriale. Quand l'Étau se dessert de Kiev, la nature des besoins change. Il entre bientôt en contact avec Seri, une vieille connaissance de Crimée, ex-politicien et entrepreneur devenu officier depuis le début de l'invasion totale. Ce qu'ils essaient de construire, c'est un centre de commandement pour leur brigade. En gros, c'est ce que nous leur avons acheté. Kemal, en route pour rejoindre Seri, n'est pas le seul à balancer entre ce rêve de Crimée et un besoin d'action. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le bureau du procureur général de Crimée, hébergé à Kiev, continue son travail à distance. Je voudrais discuter de la question du transport de céréales à travers la Crimée. La procédure se poursuit-elle? Oui. Cette enquête concerne le transport illégal de céréales volées de la partie continentale de l'Ukraine vers d'autres pays.
Le parquet aura besoin de plus de 400 procureurs au premier jour de la libération de la Crimée, contre 35 aujourd'hui. Un défi énorme au vu des nombreuses enquêtes pour crimes de guerre qui les attendent et des affaires initiées par les occupants russes. La première chose est de trouver des personnes prêtes à travailler en Crimée, car nous ne savons pas dans quel état se trouvera la Crimée après sa désoccupation. C'est une tâche difficile. Pour Nariman Sulaymanov, lui-même tatar de Crimée, le choix sera très facile. Il a quitté temporairement son travail de procureur au début de l'invasion en 2022 pour rejoindre une brigade d'artillerie, notamment sur le front de Bakhmout. En juillet 2023, il revient à Kiev, à nouveau procureur. Ce travail est désormais toute sa vie, ramener la justice ukrainienne sur la terre de ses ancêtres. J'ai dit à ma mère que je serais probablement le premier procureur à aller en Crimée. Je veux dire par là que si les forces armées sont là, si les forces armées vont en Crimée, j'irai avec les forces armées, soit en tant que procureur, soit en tant que militaire. Je vais te serrer comme ça dans mes bras à chaque fois. Je suis vraiment content de te revoir. On va aller sur le terrain d'entraînement voir le travail de nos équipes. Kemal retrouve Seri, cet Ukrainien de Crimée devenu commandant de compagnie dans la 104e brigade séparée de défense territoriale en cours de formation. Avec ce que finance maintenant Kemal, on est bien loin des 2 pick-up qu'il lui avait fournis la première fois qu'il l'avait aidé. On a le drone de type avion. Celui-ci peut parcourir jusqu'à 30 km. Ces gars sont tous précieux. Leur valeur, c'est la possibilité de trouver les cibles. Le signal vidéo est transmis au centre de commandement où on va aller. Et tu vas voir ce qu'ils voient. Tu vois là, ce pilote commande la caméra. Donc tout dépend de ces gars. Et c'était des civils encore récemment. Regarde, il y a 3 mois, ils ne savaient même pas ce que c'était un drone. Ni même une armée. Alors, regarde. Tout ça, c'est le centre de commandement. Ce poste de commandement porte le nom de Bakhchisarai. Ce bureau symbolise le but vers lequel on s'avance. Bakhchisarai. Pour moi, personnellement, ainsi que pour toi, Bakhchisarai, c'est la vraie capitale de la Crimée. Donc quand on va y lever le drapeau ukrainien et celui des Tatars de Crimée, notre mission sera entièrement accomplie. Voilà ce que tu nous as offert. Ouais. Je peux faire une photo? Oui, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'équipements, autant d'électronique, autant de drones, autant de surveillance du champ de bataille. Je ne sais pas si cela nous rapproche de la Crimée, mais je pense au moins que cela rend notre armée plus efficace. Efficacité de l'armée d'un côté, efficacité de la justice de l'autre. Au plus haut niveau, à Kiev, l'un des aspects de la désoccupation pris très au sérieux dès maintenant est celui des 500 à 800 000 Russes arrivés en Crimée depuis l'annexion.
Lorsque nous parlons de nouveaux venus, c'est-à-dire de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le territoire de la Crimée après 2014, nous parlons spécifiquement de citoyens russes. Ils sont tous venus en Crimée illégalement. Par conséquent, notre position est unanime. Ils doivent quitter la Crimée avant la libération des territoires. S'ils estiment qu'ils ont le droit de résider sur le territoire de l'État ukrainien souverain, ils pourront soumettre individuellement leurs demandes aux autorités migratoires ukrainiennes. L'Ukraine décidera ensuite si ces personnes ont le droit de résider ou non. Une fois encore, cette vision peut sembler surréaliste vu la situation militaire sur le terrain. Mais ce pari d'un État de droit qui prépare son retour sur des terres occupées est déjà à l'œuvre. Dans une salle d'un tribunal de Kiev, un collègue de Nariman Soulaimanov confronte lors d'une audience un Ukrainien de Crimée soupçonné d'avoir prêté aux services de renseignement russes des véhicules de son entreprise pour arrêter des Tatars opposés à l'annexion de la Crimée par la Russie. Je voudrais que l'on renouvelle et examine ces deux aspects, en particulier les deux numéros indiqués par le parquet dans l'acte d'accusation, ainsi qu'une correspondance dans la messagerie où le suspect a prêté les véhicules aux représentants du FSB pour les perquisitions. Le fait est que mon téléphone portable a été piraté et les mots de passe ont été modifiés après mon arrestation. Les technologies numériques sont actuellement à un tel niveau que la connexion à Internet peut bloquer ce téléphone. Nous ne savons pas comment le FSB opère. Il est possible qu'il y ait un virus sur ce téléphone. Le procès va durer encore un temps indéterminé, le temps qu'il faudra. Tout doit être fait dans les règles, une évidence pour ces Ukrainiens qui défendent le principe d'un État de droit face à la barbarie. Si aujourd'hui nous n'apportons pas de réponse adéquate, si nous ne documentons pas correctement, si nous n'adressons pas des actes d'accusation au tribunal, si nous ne soutenons pas des inculpations publiques de qualité, pour que le tribunal puisse prononcer un verdict légitime, de quoi parlons-nous alors? Pourquoi sommes-nous ici dans ces bureaux? Pourquoi sommes-nous payés? Pour Nariman Soulaimanov, privé de sa terre natale, une exigence qui va de pair avec son rêve de Crimée et l'idée qu'il se fait de son retour. C'est une question compliquée, parce que c'est très rare. Peut-être 3 fois pendant toute cette période, j'ai rêvé que je revenais chez moi. Que j'arrivais chez moi, que je faisais le tour de mes proches. Ils étaient contents de me voir, et moi aussi. Je veux revenir à la maison. Un rêve de Crimée, inaccessible, pour combien de temps? Ce même rêve pour lequel Asker et ses loups gris se battent tous les jours sur le front de Zaporizhia. Cette Crimée que ces drones survolent depuis des années, ravivant à chaque mission frustration et espérance. Mon rêve est de rentrer chez moi le plus rapidement possible, de n'importe quelle manière. À pied, en hélicoptère, en avion, à la nage, à 4 pattes, en tank. Mais surtout, que je sois le premier à le faire. Je vais revenir en Crimée. Et s'il plaît à Dieu, je n'en partirai plus. Bismillah, Allahu Akbar. Давай.